Fidèles auditeurs de la radio Seven de Seven Média, nous sommes aujourd'hui en face de vous dans cette émission La Transparence. Je suis avec à ma gauche Hippocrate Maromé, qui est coordinateur adjoint de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, le DICOP, et qui est une organisation qui rafferme 560 organisations sur toute la République démocratique du Congo. Il est aussi enseignant d'université à la CEPROMAD. Et avec lui, ensemble avec notre frère Patrice Lobaguma, qui est coordinateur provincial de l'Institut pour la gouvernance et l'éducation électorale, IGE en sigle, nous allons parler de ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qui se passe à Bijombo. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces dossiers? Et voilà pourquoi je vais me tourner directement vers Hippocrate pour demander qu'est-ce qu'il y a. Oui, merci beaucoup pour la parole. Nous l'avions appris comme vous aussi, qu'aventure il y avait des manifestations au niveau d'Ouvira, où la jeunesse s'est levée sous une vive tension, barricadant la route, scandale des chansons agressives pour contester les nouveaux chefs de groupement qu'on a nommé dans le groupement de Bijombo après le décès du chef de groupement, les regrettés, je bien connais le nom, qui est décédé il y a pas longtemps. Alors, des informations pilées un peu partout dans le groupement de Bijombo, ce qui a soulevé la population selon les informations que nous avions reçues. Bien après, nous avions lu un communiqué venant du gouvernement provincial qui, en termes de démenti, comme quoi on n'a jamais installé un chef de groupement de l'autre côté. Et ça crée vraiment une petite confusion parce qu'à notre niveau, nous avons pensé que des questions pareilles, ça ne devrait pas venir du gouverneur de province parce que nous avons la loi sur la décentralisation, la loi sur la libre administration des provinces, la loi sur les statuts de chef coutumier qui définissent les rôles et les responsabilités de chacune de ces autorités. Et là, nous sommes dans les pouvoirs coutumiers. Et dans les pouvoirs coutumiers, nous savons comment est-ce que le pouvoir se passe, la passation du pouvoir se passe. Ce n'est pas comme en politique, c'est par succession. Ce qui n'a pas été le cas, ce qu'on n'a pas encore eu comme version de fait. Et nous n'avons pas encore entendu la communication du chef de chefferie de Bavira, qui devrait être le premier à pouvoir dénoncer ou bien annoncer s'il y aurait ou bien s'il y a eu une probable investiture. Nous avons aussi lu les silences, si pas coupables, mais complices des services de sécurité qui devraient suivre de très près cette question et de communiquer dans les délais aux autorités compétentes pour des dispositions pratiques. Mais pour l'instant, on reste dans une petite cacophonie et on ne sait pas est-ce que réellement le communiqué produit par le gouverneur de province va mettre fin à ce genre de manifestations qui ne définit même pas les chefs de groupement faisant fonction après le décès. C'est ça aussi les grands défis que nous avions lus par rapport à ce qui s'était passé là. Mais nous, comme... Mais Hippocrate, est-ce que les autorités... En fait, je me dis, est-ce que les autorités de sécurité devraient se prononcer là-dessus? Est-ce que ça ne relève pas des politiques? Au fait, moi, je pense que lorsqu'il y a manifestation publique, le rôle de la police, c'est le maintien de l'ordre. Les services de renseignement, ce sont des services secrets qui doivent s'investir de toutes les questions au niveau social. Et je pense que pour l'armée, c'est la défense, mais on a assisté à une manifestation tacite devant les services de sécurité qui devraient alerter sur l'existence, sur l'intronisation. Qui l'a fait? Il a été conduit par qui? Et c'était dans quel mécanisme? Alors, les gens étaient en train de manifester
pour contester un chef de groupement nommé que certains, eux, n'avaient rien dit. Pourtant, normalement, la bonne information devrait venir de la source du chef de chefferie de Bavira, bien évidemment, qui devrait confirmer ou infirmer cette hypothèse d'installation, qui devrait mettre fin à toute cette confusion. Mais pour l'instant, en attendre le communiqué du gouverneur de province, nous avons senti qu'on a dépassé, parce que c'est lui qui était le second consommateur des rapports qui devraient venir du maire d'Uvira, du chef de chefferie, et en plus, il devrait instruire au ministre provincial de l'Intérieur de suivre de très près cette question-là, et avant de prendre toute option, ce qui n'a pas été fait. Donc on sent déjà qu'il y a un jeu entre le groupement et le gouvernement et le gouvernement provincial. Pourtant, le groupement est dans une chefferie de Bavira qui a une autonomie administrative et financière qui devrait porter des éclaircissements suite à ces différentes confusions. Mais en attendant le gouvernement parler, donc on sent qu'on a dépassé là où on devrait commencer, on est allé à la fin. Et là, en tout cas, on doit encore revenir à la case de départ parce que nous avons assisté à plusieurs atrocités ou bien plusieurs tentatives de pareil. Vous vous rappelez même avec la commune de Minembwe, on a assisté vraiment à des nominations, on a assisté à des suspensions, mais pour l'instant, le bourgmestre est toujours dans son milieu, il est fonctionnel, il est opérationnel. Et là, des déclarations comme ça, sans pour autant faire une étude, descendre sur le terrain et comprendre la quintessence de la question. Des fois, on peut produire une communication pareille. Ceux qui sont à Bijombo vont dire que non, c'est une question qui relève du gouvernement provincial. Nous sommes ici, on doit s'organiser tel que nous sommes, mais en soi, c'est là qu'on devrait avoir la vraie et réelle information. Celle que nous sommes en train de consommer maintenant en second lieu devrait venir de l'autre côté. Oui, Hippocrate, c'est vrai, vous l'avez dit. C'est une question que je reviens aussi à poser à notre frère Patrice Lobagouma. Patrice, est-ce que ce n'est pas pour des fins électoralistes que ces problèmes se posent actuellement? Bon, je ne saurais pas donner la réponse, mais retenons tout de même qu'il y a de cela plus de 30 ans que les Sud-Sud a des problèmes sérieux qui sont liés évidemment à des questions ethnico-tribalo. Donc ça c'est une réalité. Et que donc il y a la deuxième des choses, c'est qu'il y a la prolifération de plus de groupes armés dans le Sud-Sud et qu'il y aurait, je mets au conditionnel tout de même, qu'il y aurait des acteurs politiques qui voudraient évidemment asseoir leur pouvoir ou alors avoir en tout cas de manettes, de jeux sur lesquels ils peuvent en tout cas se prévaloir un certain nombre de pouvoirs ou de notoriété sur les Sud-Sud. Donc c'est un certain nombre d'éléments sur lesquels nous pouvons en tout cas réfléchir. Si nous sommes dans une approche de dire que voilà, il y a la prolifération de groupes armés, on dirait exactement que bon, ça pourrait être une réalité à un certain moment, que bon voilà, on est à la veille des élections et que donc tout le monde voudrait avoir un chef de groupement de son obédience et que finalement ils deviennent alors à ce moment-là qui est des ficeurs de ficelles, des tireurs de ficelles qui disent mais écoutez, si nous avons par exemple un de tel ou de telle tribu, ce n'est pas moi, ou il y a tel ou de telle autre tribu, c'est moi. Donc il y a cette approche-là pour dire bon voilà, si je l'ai comme chef de groupement, il me permettra en tout cas d'avoir une facilité de pouvoir percer la communauté pour me faire élire. C'est tout à fait normal, ce n'est pas une réalité à écarter de piste. Il y a un autre enjeu à se dire, mais écoutez, il y a les conflits ethnico-tribalo, où il y a les Banyamulenge, où il y a les Bavira, depuis très longtemps, ils se battent en tout cas pour avoir le leadership de ce groupement. Alors, qu'en est-il? Bon, il peut arriver que réellement, il y a eu que celui qui était là était un Banyamulenge, et que finalement les Bavira disent c'est notre territoire parce que ça se trouve dans la mairie, dans l'ETD mairie d'Uvira, donc nous ne voulons pas les voir alors que le vivre ensemble oblige tout de même, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont obligés de vivre ensemble. Et que donc depuis longtemps j'ai dit,
tant que le peuple de la sous-région des Grands Lacs ne vont pas apprendre à vivre ensemble, à accepter un rapprochement, parce que nous ne sommes pas nés tous le même jour, nous ne sommes pas tous nés de la même manière, mais le fait que nous nous retrouvons sur la terre, que j'appelle une unité d'unisson, nous sommes, à un certain niveau, invités à vivre ensemble. Parce que le non-vivre ensemble nous amène dans un climat d'opposition, d'antagonisme, et de notre antagonisme proviennent donc la guerre. La guerre est, quand il y a guerre, que tu sois nos partisans, que tu sois partisan, tu en es victime. Et retenons toujours que la guerre nous retarde vers le développement, car la guerre, quand il y a la guerre, c'est tout le monde qui cherche à fuir. C'est tout le monde qui cherche à se positionner. C'est tout le monde qui cherche, dont on ne veut pas. Mais quand il y a la paix, quand il y a l'accalmie, quand il y a la tranquillité, c'est tout le monde qui va, c'est tout le monde qui peut étudier, c'est tout le monde qui peut construire, c'est tout le monde qui peut parler, c'est tout le monde qui peut animer, c'est tout le monde qui peut danser. Et encore que je nous invite chaque jour, nous tous, à faire la vie une danse. Car la vie, elle devient ce que nous en faisons. Si nous en faisons une guerre, elle deviendra guerre. Si nous en faisons une danse, elle deviendra tout de même danse. Et donc, pour nous, actuellement, les problèmes de Bijombo trouvent, pour moi, ces trois éléments. Notamment, au fait, le curé de ficelle, qui a toujours été le cas dans le Sud-Sud. Deuxième des choses, c'est qu'il y a les enjeux, et évidemment, électoralistes qui pointent à l'horizon d'ici là, mais il y a aussi la question dont faisait allusion mon collègue Hippocrate, la question de la mise en œuvre du cadre du droit, que j'appelle évidemment le loi. Mais à ce moment-là, nous devrions normalement regarder ensemble ici pour se dire, est-ce que ici, nous sommes dans quel système dans le cadre du droit? Parce que dans le cadre du droit, il y a une pouvoir en outrance et il y a l'autorité. L'autorité, c'est-à-dire qui regarde la mise en œuvre de la loi. Et à ce moment-là, je crois que le maire de la ville d'Uvira, si, entre guillemets, il n'a pas de parti pris dans ces conflits, parce que nous avons entendu les communiqués du gouvernement de la province, mais on n'a pas entendu, en tout cas, un communiqué ou un message qui invite les gens à la paix et à la réconciliation. Est-ce que c'est un silence coupable? Est-ce que c'est ce qu'il veut seulement observer de loin en tant qu'autorité urbaine de la mairie d'Uvira? Est-ce qu'ils veulent dire, bon écoutez, je le regarde d'abord faire parce que je comprends déjà tous les méandres, mais entre-temps le code du droit, qui est déjà la loi sur les statuts, nous donne déjà les comment qu'on investit. Et aussi, si on dirait que celui qui est là, comme on a dit à l'émission, à la radio ce matin, si on dit que celui qui doit être investi, il est encore mineur, il y a la jurisprudence. On en a vu par exemple à Luinja, on en a vu à Kaziba, qui a eu des chefs qui devaient être investis, mais qui étaient encore de mineurs. On a nommé ou on a pris un intérimaire qui devait exercer les pouvoirs en attendant que l'ayant droit puisse avoir l'âge de la maturité pour finalement en arriver là. Et que donc aujourd'hui, à Luinja, il y a déjà les Moamina Luinja qui est là, qui est déjà un jeune adulte. À Kaziba, il y a déjà les Moamina Kaziba qui est là, qui est déjà un jeune adulte. Et que donc, pour moi, ici, en lisant l'évolution systématique de faits, j'ai comme l'impression que c'est une question de tireur de ficelle. Parce que, à avoir la lyre dont ça commence à prendre, quand il y a eu soulèvement, c'était avant-hier. Mais avant-hier, il y a eu les gens de la région des Grands Lacs qui étaient en formation ici au grand séminaire Chivandampungue, mais qui y ont rencontré qu'il y avait des affrontements dans la plaine. Et donc, vous comprenez que les faits, c'est succède où il y a évidemment ces faits qui lient le soulèvement de tous les groupes armés pour essayer de montrer évidemment la position de Bavira au détriment de la position de Banyamulenge par rapport à cette question. Alors que nous tous, nous connaissons que celui qui était là, c'était un Nyamulenge, et que donc si on devait être logique sur le plan coutumier, c'est son fils normalement qui devait, parce que c'est un pouvoir coutumier. C'est comme le roi, quand il est mort, c'est son fils qui prend directement la trône. Et que donc c'est le fils normalement, au chef de gouvernement qui nous a quitté paix à son âme, qui doit normalement prendre. Mais on dit, il faut qu'on mette un intérimaire. Et encore,
Faudra-t-il, parce que tout le monde parle de la nomination, mais je n'ai pas encore lu l'acte de la nomination. Qui a nommé? Et que donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut regrouper pour dire la situation exactement se situe dans quel cadre. Si les cadres se situeraient, pour moi, dans ce qu'on appelle le tueur de ficelle, donc à ce moment-là, il faut développer des énergies christiques qui amèneraient le gouvernement central et le gouvernement provincial à faire une collaboration pour essayer de les amener à dialoguer tout en respectant les cadres du droit. En disant, le droit coutumier est déjà là et on ne peut pas les dérober et il est fait et il est au-dessus de tout le monde. Donc, que tu sois Mouvira, que tu sois Mouniamoulengue, vous devez respecter la loi. Et alors, inviter aussi les tueurs de ficelle à dire, écoutez, nous n'avons pas intérêt que vous puissiez toujours continuer à insécuriser chez vous. Parce que quand il y a une balle qui a tué quelqu'un, je vis que le 8, quand mes collègues de Burundi devaient passer avec la Jeep Caritas pour entrer, qui était avec moi en formation sur la résolution pacifique des conflits avec l'université de Lumen Vitae à Bruxelles, j'ai vu qu'ils ont rencontré un cadavre et ça les a paniqués. Mais si les autres communautés, si les autres pays doivent venir chez nous et qui se disent que chez nous c'est calme, mais quand on est sur la terre, la plus démocratique du Congo, c'est toujours le crépitement des balles, mais à qui ça profite? Ça profite exactement à ceux-là qui pensent que si je n'ai pas un groupe armé, donc demain on ne va pas m'accepter comme ministre au gouvernement. Et à l'époque, je vais dire en termes d'exemple, il y avait un député national de Chabouna ici, j'étais son nom, il était venu à notre bureau assez civil à l'époque, quand nous y étions, et nous devrions parler avec tous les groupes parlementaires, les questions des groupes armés. Et là, nous avions pointé les doigts. On a dit par exemple à quelqu'un d'Ouvir, qui est encore actuellement ministre, on a dit, toi tu as traité tel groupe armé à Ouvir. On a dit à l'autre, qui est aujourd'hui, on m'a dit qu'à l'époque, il était encore des cabinets de Madame Mabunda, président de l'Assemblée nationale, on a dit, toi tu entretiens aujourd'hui les Raya Mutomboki. Et tout à coup, il s'est enflammé et il a quitté le bureau, il a claqué la réunion. C'est parce qu'on a touché sur son hypophyse. On a touché la réalité. Donc, cette question d'apprendre à dire la vérité pour que nous puissions exactement faire une autopsie réelle de notre situation, pour qu'ensemble on cherche une situation, serait aussi une des possibilités qui peuvent nous amener, en tout cas, à pouvoir changer. Parce que la question la plaine, la question du Sud-Sud doit être une question qui intéresse tout le monde. Parce qu'au-delà de 19 dialogues, les récents, il y a le 19e dialogue que je connais, où on a dit, un bailleur donne l'argent, vous allez vous dialoguer, mais entre-temps, les résolutions sont là, on ne fait pas un plan de sortie. Et on est là, toujours dans les statu quo, des accords en accro. Oh, on s'engage désormais à faire la paix, mais entre-temps, ceux qui tirent vous disent, mais bon, vous avez dialogué, alors laissez-nous alors faire, je vous donne encore 40 ans. Et la situation, elle demeure et elle est la même. Voilà un peu. Merci beaucoup. Mais je vais demander surtout à Hippocrate la situation du Sud-Sud. Comme il l'a dit notre frère Patrice, la situation du Sud-Sud. C'est une situation qui explose à tout moment. Bijombo, c'est le fief même de Makanika. Et c'est même à Bijombo où encore on pose ces problèmes de succession. Qu'est-ce qu'il y a concrètement? Pourquoi de tels acharnements, vous, en tant que membre de la structure de la société civile? Merci beaucoup. Nous œuvrons pour la cohésion sociale, parce qu'on ne peut jamais aspirer à un développement s'il n'y a pas de cohésion au niveau interne. Et les conflits Sud-Sud, ça date depuis de longtemps. Et les gens du Sud-Sud, ceux qui sont au niveau de la base, n'ont jamais compris qu'il faut cultiver eux-mêmes la recherche de la paix, eux-mêmes puissent être autonomes. Le problème en est qu'ils s'en donnent à tirer des ficelles, mais la répercussion revient des conséquences, des effets sur cette même population. Et ceux qui le manipulent, ils sont dans des grands salons, en train de prendre du thé matin, soir, et des violences lorsque elles s'annoncent, c'est la même population qui est là. Mais moi, je pense à ce niveau ici, avec les dialogues qu'on a déjà fait depuis longtemps, il revient
au niveau du gouvernement central. Parce que moi, je lu l'irresponsabilité du gouvernement provincial à répondre aux problèmes ou bien à résoudre les conflits sud-sud. Parce que ça nécessite une imposition du gouvernement central. Parce que ceux qui sont là, ceux qui sont en train de tuer de l'autre côté là, ils sont dans des salons à Kinshasa, ils sont très bien connus. Parmi les dialogues qu'on a toujours organisés, on n'a jamais invité le vrai et les réels tirés des ficelles. Pourtant, ils sont là, ils sont très bien connus. Et la plupart sont des ressortissants du Sud-Sud. Parce que donc la guerre de leadership, la guerre et le dépositionnement des considérés, parce qu'eux peut-être pensent que si on n'a pas un groupe armé, on ne peut pas être crédible. Ou bien si on n'a pas une portion de terre, on ne peut pas être crédible. Et surtout comme au niveau de Kinshasa, on trompe les gens même en train de voir, ça fait en telle sorte qu'ils puissent avoir une petite considération. Pourtant, sur le terrain, ils ne font que vendre du sang. Est-ce que ce n'est pas par manque, à cause de l'impunité? C'est ça, moi j'ai dit que il revient au gouvernement national d'imposer, parce que toute la notabilité qui est au niveau de Kinshasa représente directement la communauté qui est là. Et certains occupent des postes publics. Le gouvernement national n'a jamais organisé des enquêtes pour dénicher ces vrais tirés des ficelles. C'est qu'il y a une complicité, cette passivité. Si on organisait des audiences foraines, parce qu'on en a assisté lorsqu'il y a des assassinats, mais les victimes, ils sont là, on les condamne, ça passe. Mais si réellement on parvenait à atteindre la vraie pièce maîtresse commanditrice, on doit mettre fin à tout ça. On a assisté à des procès des colonels ici, qui ont assisté dans des massacres et consorts. Lorsque on approche vers la vraie piste, on sent que toutes les données disparaissent. Donc les personnes sont disparues et directement, les juges qui instruisent les dossiers, directement, ils sont limités. Et là, nous perdons. Mais dans l'entretemps, la même personne, les tireurs de ficelles, cherche encore d'autres alliés. Et là, au niveau du site, si le gouvernement central ne s'implique pas, il n'aura jamais la paix. Est-ce que, je rentre encore vers Patrice, est-ce que, avec la justice, on ne peut pas arriver à un tunnel de solution? Oui, c'est la raison aujourd'hui que moi je suis parmi les membres au niveau de la communauté internationale qui pense qu'il nous faut un tribunal spécial pour juger les crimes qui ont été commis à l'est de la RDC. C'est vraiment un outil très important. Les rapports mapping est là. Beaucoup de gens ont été cités, ils ont commis des crimes. Ces crimes ont un effet, en tout cas continuel, sur la situation qui se passe dans la plaine et dans le sud-sud. Il y a des gens, quand vous avez cité par exemple le fief de Makanika, mais si vous allez à la page 410 de ce même rapport mapping, il est cité. Et vous allez voir l'ensemble des crimes qui lui ont reprochés. Alors, le gouvernement congolais à un certain niveau, avec tout ce qu'il y a eu comme mixage, tout ce qu'il y a eu avec quelques faiblesses, en tout cas enregistrées au niveau de notre appareil judiciaire, je crois qu'il y a besoin aujourd'hui de mettre en place un tribunal spécial pour juger les crimes. Parce que, évidemment, tant qu'on ne sera pas passé à un mécanisme vetting, c'est-à-dire mettre à côté de l'espace de direction de notre pays à la tête, dans l'administration et partout dans notre pays, ces gens qui ont commis des crimes, ces crimes sont toujours là. Et c'est une suite logique pour moi. C'est une suite indéterminable. Parce qu'il est là, il entretient toujours le même maillon, le même relation. Mais si on prenait par exemple, on dit, on te juge et on juge l'ensemble de sa suite, ça serait de leçon pédagogique pour les autres, pour dire, mais écoutez, ça va me rattraper un jour. Et que donc, on ne peut pas scinder les deux. La faiblesse de la justice congolaise, l'impunité, l'absence d'un vetting. Vous allez retrouver aujourd'hui les mêmes personnes qui ont commis ces graves violations des droits de l'homme. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui dirigent. Tu ne vas pas voir, par exemple, j'ai dit par exemple, aujourd'hui, tous les gouvernements d'union sacrée, c'est un gouvernement où les gens, normalement, doivent répondre. Il y a ceux-là
qui doivent répondre, et surtout les responsables, plus. Vous n'allez pas prendre, par exemple, ceux qui ont pris, par exemple, tout l'Ituri et l'envenimé, et jusqu'aujourd'hui, les violences continuent. Que si on cite, par exemple, les MLC, tu ne vas pas dire que c'est faux. Tu ne vas pas citer aujourd'hui, tu ne vas pas laisser, par exemple, tous ceux qui sont dans les RCD Goma, qui ont commis de graves violations des droits de l'homme au Sud Kivu, et toute la plaine ici, qui sont là, et qui ne sont pas jugés. Tu ne vas pas entrer dans l'armée et trouver des grands généraux de haut gradé de la République, mais qui sont cités dans les rapports. Et aujourd'hui, on continue sur cette même élan. Quelqu'un qui a été, par exemple, dans les CD Goma, qui a proliféré lui-même en fait, la multiplicité des groupes armés, et qu'aujourd'hui on le nomme comme quelqu'un qui vient faire évidemment ce qu'on appelle les DDRC. C'est paradoxal pour moi. Pendant que la personne est citée dans le rapport mapping, et il doit normalement s'y dire, et il doit être remis à la justice, vous le prenez, vous le nommez encore, pour que c'est lui qui lui ait fait la pacification. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire déshabiller Saint-Pierre et habiller Saint-Paul, tout de même. Et que donc, laissez-moi le dire clairement que l'impunité, c'est devenu monnaie courante pour remercier, pour encourager ceux-là qui ont été utilisés, entre guillemets, à commettre des actes de violation des droits de l'homme, aujourd'hui sont en train d'être remerciés pour dire voilà qui prend quoi, parce que tout simplement, on veut dire, tant qu'il a ses postes de responsabilité, il est immunisé. Il est immunisé. Vous avez aujourd'hui des députés nationaux qui sont cités avec des groupes armés dans la plaine, dans le sud-sud. Ils sont aujourd'hui à l'hémicycle. Donc, laissez-moi vous dire que aussi longtemps que nous n'allons pas mettre le mécanisme en place, un mécanisme vetting, tout dire, écartons de tout l'espace public, de tout l'espace de la gouvernance de notre pays, ces gens qui ont commis de graves violations des droits de l'homme, mais ces violations continueront toujours à être, en tout cas, des assimilations pour essayer de faire encore plus de violence. Et voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui des gens qui ont été cités. Donc vous allez voir des gens qui se promènent à haut véhicule ici, et quand ils arrivent ici, ils sont même incapables d'aller chez eux. J'ai vu un ancien ministre de développement, il refusait pendant un temps de dire je ne peux pas passer dans la plaine. Parce que tout simplement, il commençait à voir que les gens de la plaine commencent à prendre conscience qu'il a des gens à qui il a distribué des armes, et que ces gens-là pillaient systématiquement, tuaient même leurs propres frères. C'est pas possible. Et que donc, il y a des réalités comme ça, vécues. Donc, soyons concrets en disant, oui, l'impunité, c'est vraiment pour nous un enjeu détail, mais disons aussi qu'en amont, nous avons l'obligation de travailler aussi sur notre population, par rapport à la manipulation. Comment voudriez-vous qu'on doit toi te manipuler pour rien même? Parce que je vais dire, c'est vraiment prier, parce que depuis qu'ils ont commencé à tuer, je ne vois pas personne, en tout cas, à moins qu'ils les construisent, ou alors qu'ils ont des grandes choses dans la plaine, qui ont quand même des maisons qui peuvent dire que c'est ça, ou même tous les suicides. Donc, lorsque nous parlons d'appel au suicide, nous voyons aussi les plateaux. Oui, mais tout ça, mais c'est tout ça, on dit les suicides, d'une manière générale. Je ne vois pas quand même des choses qui émergent, et que donc, disons, qu'il y a un travail en amont et en aval, comme je l'ai dit, qui doit être fait au niveau de la population pour leur dire qu'ils doivent éviter à être manipulés. Il y a aussi ce travail qui doit être fait au tireur de ficelle. Il y a aussi les justices. Il y a aussi les mécanismes éthiques qui doivent être mis en place. Formidable, Hippocrate. Pour une dernière question, qu'il faudra-t-il faire? Moi, je pense que c'est la justice qui élève la nation, comme on l'a dit, et on ne peut jamais fédérer toutes les forces vives tant qu'il y a encore certaines victimes qui ont de plaies béantes, ceux qui ont vu leur être enterrés vifs au niveau des Kassika, ceux qui ont vu à Moutarou les autres être coupés des têtes comme de bêtes. Des victimes sont encore là. Il faudrait que nous puissions passer par la justice pour la réparation des préjudices causés. C'est là qu'on peut maintenant vivre en cohésion. Je parle même pour le cas des DDRC. La personne qu'on a nommée, elle doit d'abord passer par la démobilisation pour être insérée au niveau de la communauté, afin qu'il puisse jouir ou bien occuper un tel poste dans l'administration publique. Mais on sent que c'est le contraire. Donc je pense à ce niveau, le chef de l'État qui est le garant de la nation devrait nous aider. Il avait promis
promis que la justice sera au centre de tout. Mais pour l'instant, on sent que ce sont les moins anéantis qui sont devenus victimes de cette même justice. Il y a donc il y a beaucoup de choses qui se font là qui favorisent beaucoup plus ceux qui ont commis des crimes. Et comme on les a promis, ils sont sous couvert de différentes lois, ils ne peuvent pas être accessibles. Et c'est là, ça crée des frustrations du côté des victimes. Et bien évidemment, de notre part aussi, nous sommes aussi perplexes à un moment donné. On ne sait pas comment se comporter. Mais dans l'entretemps, lorsqu'ils sont déjà couverts par des immunités au niveau par nos textes, ils continuent toujours à refaire le même acte de crime tel que nous sommes en train de le dire maintenant. Imaginez-vous les dossiers de Bijombo qu'on parle maintenant. D'où viennent ces dossiers? Parce que nous devons réfléchir très, très loin. Il y avait déjà une accalmie autour des questions administratives parce que ce qui se faisait là, c'était un jeu de décisions. On nomme, on retrait, on nomme, on retrait. Mais à un moment donné, on a compris qu'il n'y avait plus de problème de conflits administratifs. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a un soulèvement de la population sur une information qui circule, que nous-mêmes, on ne sait pas si c'est une rumeur, si c'est une vraie information, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'affiche au niveau de la communauté. Donc, pour dire, nous, à notre niveau, nous demanderons, en tout cas aux instances judiciaires, de pouvoir nous montrer leur degré de faire. On doit faire des enquêtes. On doit revenir sur les différents rapports des commissions faites, même au niveau du rapport mapping, comme l'a dit l'aîné Luabagouma. On essaie un peu de soutirer les grands qui ont commis des crimes. Et une fois ils sont sanctionnés, directement, la génération future, et même la présente, elle va prendre conscience des changements qu'il y a eu, des sanctions qui ont été infligées aux personnes qui ont commis des crimes, et nous allons construire un Congo sur une bonne fondation, mais pas celui-ci qu'on est en train de construire sur des sangs. Donc je pense à ce niveau, la justice devrait nous aider, et que les chefs de l'État aussi devraient s'impliquer davantage parce qu'il revient à lui, c'est lui le numéro 1, à activer tous ces services-là et à percer dans des zones ou à vérifier des rapports qu'on a produits ici et là pour que nous puissions aller à cette justice traditionnelle où le bourreau sera en face des victimes et on pourra se voir. Chacun voit l'autre dans l'œil, il lui demande pardon, et on construit sur des bases nouvelles. Mais si on continue avec ces nominations, nous allons poursuivre dans les violences en violence. Merci beaucoup. Je vous remercie. Notre temps est arrivé. À vous tous qui nous suivez, juste nous appeler à ce numéro qui est en train de circuler ou nous écrire un email. Et ce numéro qui se trouve sur le bas de la page et nous allons le recevoir. Et bien sûr, vous serez aussi peut-être notre prochain invité pour la prochaine émission. Ici, vous êtes à Sven Media, la radio Sven, et nous disons, la radio Sven à Bukavu, c'est sur les 89.3. Nous vous disons merci beaucoup, Patrice Luabagouma. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et merci aussi à Hippocrate Ngomé. Nous allons continuer toujours avec cette émission. Suivez la transparence, suivez la radio Sven, suivez Sven Media, et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci.